Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont examiné et approuvé le concept d'opération, un instrument clé censé fixer les modalités d'un éventuel désengagement des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Annonce faite par la diplomatie angolaise dans un communiqué transmis à la rédaction de For You Media Africa. Le document est utilisé dans les domaines militaires pour fixer le calendrier d'une opération et l'organisation de ses moyens guidera la mise en œuvre de ce plan harmonisé censé ramener la paix entre les deux pays voisins. Se félicite par la même occasion la médiation angolaise. Le communiqué, qui ne donne cependant aucun détail sur les modalités retenues, peut-il être considéré comme une avancée dans ce processus de paix chapeauté par le président angolais João Lourenço? Ce nouveau round de pourparlers peut-il enfin ouvrir la voie à un cessez-le-feu qui cette fois sera respecté sur le terrain par les parties prenantes? Deux principales interrogations sur lesquelles nous reviendrons dans quelques instants seulement. Et puis, le 23 novembre 2024, le Niger a réaffirmé sa souveraineté face à l'Union européenne dans une confrontation qui met en lumière les tensions profondes entre un État en quête de respect de son indépendance et une institution perçue comme interventionniste. Au cœur de ce différend, une aide humanitaire de 1,3 million d'euros destinée aux victimes des inondations au Niger, mais distribuée de manière jugée unilatérale par l'Union européenne. C'est fort de ce constat que nous passons en revue ce soir la problématique entourant les activités des organisations non gouvernementales en Afrique. Comment passe-t-on de l'humanitaire au politique? L'Afrique peut-elle se passer de ses missions étrangères qui interviennent sous couvert d'aide humanitaire? Quelle médiation pour désamorcer la crise entre l'Union européenne et Niamey? Un regard jeté donc ce soir au cœur justement de ces missions, ou du moins de ces activités des organisations non gouvernementales. Voilà qui plante, mesdames, messieurs, le décor de cette autre édition du Point sur l'actualité, édition du 26 novembre 2024. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. C'est votre émission Le Point sur l'actualité qui démarre à l'instant. Vous l'avez d'ailleurs reconnu ou du moins via le générique. À l'instant, autour de moi, deux invités. Les consultants permanents sont présents ce soir, ou du moins, devrais-je dire, trois invités. Tous des consultants permanents de cette émission de Point sur l'actualité. Henri Atangana, merci à vous. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à la famille panafricaine. Merci de m'avoir invité sur For You Media Africa, une fois de plus, pour partager l'actualité panafricaniste. Avec vous, nous reviendrons largement, Henri, autour de ces avancées enregistrées du côté de Luanda en Angola avec l'adoption, entre autres, d'un concept d'opération, un instrument clé censé fixer les modalités d'un éventuel désengagement des troupes rwandaises déployées jusqu'ici du côté de la République démocratique du Congo. Peut-on parler d'une réelle avancée dans ce processus de paix chapeauté depuis plusieurs mois maintenant par le président angolais João Lourenço, alors que sur le terrain, tous les accords de cessez-le-feu trouvés jusqu'ici peinent à être implémentés? Merci à vous, Henri. Sur le plateau en présentiel, André Christel Fanga est également avec nous. Bonsoir DP. Bonsoir M. Nguele, bonsoir M. Henri Atangana. Ravi de partager le plateau avec vous. Bonsoir à celui dont vous allez présenter tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est toujours un très grand plaisir d'être sur ce plateau et discuter, n'est-ce pas, des questions extrêmement importantes pour notre continent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer, n'est-ce pas, à taper où ça fait mal. Taper où ça fait mal parce que nous comprenons tous que les coups de gueule produisent les effets. Parce que nous regardons aujourd'hui que l'environnement camerounais est devenu un espace, n'est-ce pas, de pugilat entre les différentes grandes figures. C'est d'ailleurs, n'est-ce pas, le ministre des enseignements secondaires, je crois, oui, qui a répondu au maire de Ngoumou dans une lettre et qui justifie, n'est-ce pas, la dotation envoyée dans le centre pour les
la décentralisation concernant son ministère cité. C'est encore un autre pugilat qui se passe entre le président du GECAM, le groupement des entreprises, qui a justement tensé les ADC, le directeur général des ADC, des aéroports du Cameroun, qui dit que les aéroports du Cameroun sont vraiment insalubres, ne répondent plus aux standards internationaux. Et le directeur général aussi des ADC lui a répondu, n'est-ce pas, lui a répondu. Et donc vous voyez que c'est comme si maintenant, au Cameroun, c'est les pugilats. Il faut critiquer l'autre pour que l'autre réagisse. Est-ce qu'on doit continuer à attendre la réaction de certaines personnes pour apporter des éclaircies sur certains dossiers ou bien sur certains sujets? Parce que quand vous-même vous regardez la justification du ministre des enseignements secondaires, de l'argent qui a été envoyé, n'est-ce pas, dans la région du centre pour soutenir les lycées, vraiment c'est dérisoire. Et quand nous voyons, n'est-ce pas, la réaction du DG des ADC aujourd'hui, nous constatons que véritablement, il y a un gros problème dans notre pays. Je continue à dire, nos villes sont devenues des poubelles géantes. On n'arrive même plus à passer parce que la plupart des routes sont obstruées par des poubelles géantes. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que les maires des villes se réveillent, les maires des arrondissements se réveillent, que le ministre de l'administration, du développement urbain de la ville, n'est-ce pas, se réveille. Pourquoi nous disent quand même que vraiment, il ne faut pas qu'on aille en 2025, n'est-ce pas, leurs champions qui sont en train d'appeler de tous leurs voeux d'aller aux élections, n'est-ce pas, avec ce genre de bilan où nous avons des villes puantes, où nous avons des routes catastrophiques, où nous avons des situations extrêmement graves dans notre pays, où d'ailleurs on décerne une médaille à Manaouda Malachi par les Américains pour le bon travail qu'il a fait, alors que nous savons que le Covid-Gate au Cameroun est un scandale planétaire. Mais s'il fallait dénoncer justement pour que les lignes bougent, vous l'avez dit, André Christelle Fanga, pourquoi s'en passer? Mais c'est pour ça que nous continuons à dénoncer en disant qu'il faut vraiment que quelque chose puisse être fait. Que ceux qui sont chargés de diriger, n'est-ce pas, notre nation, se réveillent un peu, se bousculent un peu parce que ça devient trop grave. Je ne pense pas que les Camerounais, s'il faut parler de l'eau, s'il faut parler de l'énergie, s'il faut parler d'autres choses dans notre pays, nous serons toujours en train de dénoncer et en train de, n'est-ce pas, de donner des coups de gueule, mais nous espérons que ceux qui nous dirigent ont au moins des oreilles pour écouter. Merci à vous, DP, pour ce coup de gueule. Patient Parfum d'Homme, vous êtes le troisième invité de la soirée. Bonsoir, doyen. Bonsoir, Baudelain Guéné, le prince de Matombe. Bonsoir à mon ami Henri Atangana depuis Bruxelles. Au passé, André Christelle Fanga, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et je le soutiens dans ces coups de gueule parce que vous savez, c'est très facile de parler des autres comme si chez nous c'était un paradis. Chez nous aussi, il y a beaucoup de problèmes. Et je crois que l'une des spécificités de ce plateau de For You Media, c'est de ne pas jouer à l'autruche. Ce n'est pas enfoncer sa tête dans le sable face aux problèmes quand même qui minent notre société et qui ne nous permet pas de penser que nous pourrons vraiment aller de l'avant avec de tels comportements et attitudes de certains de nos dirigeants. Alors qu'au sommet de l'État, des instructions sont données, les moyens sont même mis à la disposition de ces décideurs ou bien de ceux qui dirigent certains axes importants de notre pays. Allez voir combien les ministères sont capables d'utiliser leur budget, n'est-ce pas, sur une année budgétaire avec un taux, n'est-ce pas, d'utilisation de ce budget qui frôle même les 60%. Ils sont très peu. Ça pose un problème de la qualité de ces gens que nous avons à la tête de nos différents démembrements ministériels. Moi, ce qui me frappe de plus en plus, depuis un certain temps, dans la grande ville de Douala dans laquelle nous nous trouvons, c'est la qualité de l'eau. C'est incroyable la qualité de l'eau qu'on propose aux Camerounais, alors que nous avons une grande société, Cambota, et des investissements conséquents qui ont été faits dans ce domaine-là. C'est quand même grave au moment où on crie, n'est-ce pas, sur la résurgence de choléra dans certaines zones du Cameroun. Vraiment, faisons très attention. L'eau qui est servie aux Camerounais, surtout dans la ville de Douala, c'est un pis-aller, c'est quelque chose d'inacceptable. Il faut vraiment que si c'est au niveau des branchements ou bien au niveau, je ne sais pas, des tuyaux qui sont vieillissants, qu'on trouve une solution pour remplacer ces tuyaux dont on me dit que certaines datent
depuis 1970 et qui sont totalement rouillés. Il faut déjà commencer par ces services de base, parce qu'en parfait d'homme. Si on ne peut pas, je vois la qualité de l'eau, n'est-ce pas, de nos robinets, qui coule des robinets. C'est incroyable. Et les gens sont désemparés. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller s'offrir, n'est-ce pas, des bonbons d'eau minérale, malgré l'effort qui a été fait. D'autres sont obligés de se rabattre sur cette eau-là qui nous provient des robinets, de nos connexions à la maison, à travers Kamboata. C'est désolant et ça peut faire imploser, n'est-ce pas, d'autres sources de maladies. Il n'y a pas que le choléra, il y a aussi la typhoïde et d'autres formes de maladies hydriques que nous connaissons. C'est un danger qui pend à notre nez. Vraiment, il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. Et merci à André Christophe Fanga pour son courage. Mais je peux vous assurer que tous ces responsables-là vous suivent au quotidien sur les antennes de For You Media Africa, messieurs. Donc, le message est passé. S'inscrivant dans la continuité des avancées enregistrées au mois d'août dernier à Luanda, la République démocratique du Congo et le Rwanda viennent à nouveau d'approuver un concept d'opération censé, entre autres, fixer les modalités d'un désengagement des troupes rwandaises déployées du côté de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par la diplomatie angolaise. C'était précisément ce lundi 25 novembre 2024 à l'occasion d'un nouveau round de pourparlers autour justement des chefs de la diplomatie du Congo et du Rwanda. Prenons cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa. Kigali et Kinshasa sont d'accord pour la poursuite du processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Lundi 25 novembre, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont examiné et approuvé le concept d'opération CONOPS, en abrégé, un instrument clé censé fixer les modalités d'un éventuel désengagement des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais, selon un communiqué de la diplomatie angolaise. Le CONOPS, document utilisé dans le domaine militaire pour fixer le calendrier d'une opération et l'organisation de ses moyens, guidera la mise en œuvre du plan harmonisé censé ramener la paix entre les deux pays voisins, renseigne le communiqué sans aucun détail sur les modalités retenues. Rappelons que l'Est de la RDC est en proie depuis fin 2021 à la résurgence du M23, une rébellion soutenue par Kigali et son armée qui s'est emparée de vastes pans de territoire aux dépens des forces armées congolaises et de milices affiliées à Kinshasa. L'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine, a obtenu début août la signature d'un cessez-le-feu qui a stabilisé la ligne de front. Mais le M23 continue de mener des offensives localisées. Le plan harmonisé avait fixé comme préalable au départ des soldats rwandais du territoire congolais la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe armé créé par d'anciens responsables Hutus du génocide des Tutsis au Rwanda en 1991, dépeint par Kigali comme une menace pour ses frontières. Les pourparlers entre le Rwanda et la RDC ont repris, mais il reste à voir s'ils permettront de lever les obstacles fondamentaux à la paix. Au cœur donc de la reprise de ces pourparlers de paix du côté de Luanda en Angola. Alors, Henri Atangana, peut-on parler d'une avancée majeure dans le processus de paix chapeauté par le président João Lourenço au regard justement de l'examen et de l'adoption de ce concept d'opération? On parle d'un instrument clé aujourd'hui fixant les modalités d'un désengagement des soldats rwandais déployés du côté de la République démocratique du Congo. Le document a été paraphé par les deux parties. Peut-on parler d'une réelle avancée? Ah oui, quand il y a des pourparlers, il y a des négociations de paix, c'est toujours une avancée. On ne peut pas dire que ce n'en soit pas une. La véritable question qui se pose, c'est jusqu'où? Jusqu'où ça sera respecté? Jusqu'où les parties ne vont pas se désengager? Parce que vous savez qu'une convention, on se retire d'une convention qu'on veut. Et on l'accepte quand on veut. Donc c'est des signatures qui ne veulent pas beaucoup dire. Le véritable problème, c'est de regarder dans le fond. Dans le fond, il y a eu ce qu'on appelle un génocide des Tutsis. En réalité, c'est un double génocide des Tutsis et des Hutus. Donc, les Tutsis ont fini par prendre le pouvoir. Et les Hutus se sont constitués pour essayer de revenir au pouvoir.
Ils ont donc une base arrière. Ça, c'est l'information qui est donnée par Kigali. Ils ont une base arrière en République démocratique du Congo. Et à ce moment, eux, ils vont déployer des troupes en République démocratique du Congo. Ce serait en violation d'ailleurs des frontières, une sorte d'attaque préventive. Voilà en réalité l'enjeu qui se passe là. Et puis derrière tout ça, il y a toujours, comme d'habitude dans ce genre de circonstances, des sociétés, des États qui profitent de la situation pour aller installer des sociétés avec leur propre sécurité, avec des ententes avec les deux parties pour dire, écoutez, moi je viens installer ma société pour exploiter tel ou tel minerai, mais j'ai des accords avec les deux parties pour qu'on ne m'attaque pas. À ce moment, il y a des problèmes d'intérêt économique qui s'additionnent à tout ça. Et l'intervention des États étrangers qui ne sont plus directement impliqués dans le conflit. Voilà globalement comment ça se présente. Alors en réalité, pour qu'il y ait avancé, il faut d'ailleurs que les deux parties aient un minimum de volonté. Il faut aussi que les intérêts, la partie des intérêts stratégiques soit examinée. Et cette partie des intérêts stratégiques, on ne nous l'a dit jamais. On vous envoie un dossier où on dit, ben voilà, écoutez, nous on n'a pas fait un cessez-le-feu, mais voilà. Mais on ne dit pas tout ce qui se passe en dessous. C'est la raison pour laquelle nos téléspectateurs ont toujours du mal, les téléauditeurs ont toujours du mal à comprendre pourquoi ça n'avance pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a manifestement une violation de la souveraineté des frontières de la République démocratique du Congo qui manifestement n'a pas les moyens d'empêcher cette violation de la souveraineté de ses frontières. Voilà à peu près comment ça se décide. Maintenant, s'ils ont la volonté d'avancer, ben, ce sera plutôt une très bonne chose, à mon avis. Ces gens pas pour quelque chose de... pour un meilleur, ce qu'on peut dire par rapport à ça, je sors par là. Merci à vous. Le document utilisé dans le domaine militaire pour fixer le calendrier d'une opération et l'organisation de ses moyens guidera donc la mise en œuvre du plan harmonisé, censé ramener la paix entre les deux voisins, selon le communiqué rendu public justement par le chef de la diplomatie angolaise. On a l'impression, André Kistel Fanga, qu'une fois à Luanda, les parties congolaises et rwandaises ouvrent la porte à un dialogue. Mais une fois rentrés, il n'y a plus de dialogue. Et même tous les accords qui sont trouvés du côté de Luanda, sur le terrain, en aucun moment, ces accords-là sont mis en application. À quel niveau ça coince précisément? Faut-il fonder un espoir certain en ce nouveau round pour parler du côté de Luanda, une fois de plus? Les deux pays sont hypocrites. Les deux dirigeants sont hypocrites. Vous parlez d'hypocrisie, à quel niveau précisément? Mais je dis bien les deux dirigeants sont hypocrites parce qu'ils font semblant d'être d'accord avec certains accords, de faire un pas vers le dialogue, vers la paix, mais chacun quand il se regagne son pays, les positions sont tranchées. Je pense que c'est dans cette posture-là que nous nous trouvons aujourd'hui, cette diplomatie hypocrite, n'est-ce pas, des deux États, qui, en réalité, chacun connaît le problème où ça se trouve et veut mettre, en fait, ne veut pas reconnaître ou bien ne veut pas actionner, n'est-ce pas, les leviers pour la résolution de cette crise. Je pense que si on continue dans cette hypocrisie, oui, tous les processus, toutes les réunions, tout ce qu'on va beau faire pour essayer de trouver une solution entre ces deux pays-là sera en vain. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette crise qui dure depuis longtemps devrait justement déjà trouver une résolution. Et trouver une résolution de manière pacifique, au lieu que les Congolais continuent à mourir, parce que c'est la plupart des Congolais qui meurent, et que le Rwanda continue à exploiter, n'est-ce pas, les ressources du Congo, ou bien continue à héberger, continue à nourrir, continue à financer le M23. Pour l'heure, les deux parties s'accusent mutuellement. Mais je pense qu'aujourd'hui,
en fait, j'ai envie d'arriver à quelque chose de très précis. Parce qu'au lieu de continuer dans ce pugilat de parole, de prise de parole, Tshisekedi va accuser Kagame, va dire voici ce que je pense de Kagame, voici ce que je pense du Rwanda. Le Rwanda aussi va répondre. Et ça sera toujours comme ça et jamais de trouver de solution concrète. Vous parlez d'hypocrisie dans les différentes démarches. Et que dire de la médiation angolaise, elle qui ne réside sur aucun moyen jusqu'ici? Mais la médiation angolaise est dans la bonne voie. Est juste, est clairvoyante. Je pense que c'est une très bonne médiation même pour résoudre ce problème. Mais est-ce que les deux pays sont prêts à faire véritablement le pas vers la paix, comme votre titre le dit, n'est-ce pas? Un pas dans le processus de paix. Est-ce que les deux pays sont d'accord? Non, les deux pays ne sont pas d'accord. Parce que la vérité, c'est que le Rwanda agresse la RDC. Et la RDC accuse le Rwanda de l'agresser. Et tout le monde connaît le processus, comment ça est en train de se passer sur le territoire congolais. Et maintenant, il faut trouver des solutions concrètes. La RDC n'arrive pas à trouver des solutions concrètes. Le Rwanda n'arrive pas à enlever son pied, n'est-ce pas, sur le territoire congolais. Donc, les deux se jettent, n'est-ce pas, les fautes, alors qu'on doit trouver des solutions plus efficaces et plus directes. Et les solutions les plus directes sont là devant nous. Lesquelles, par exemple? Par exemple, si la RDC veut se débarrasser du M23, qu'elle résilie d'abord les contrats miniers qu'il a avec beaucoup de sociétés. Qu'elle résilie, n'est-ce pas? Parce que vous savez, le code minier est un élément très important, n'est-ce pas? L'exploitation des ressources au niveau de la RDC est très important. Et donc, nous connaissons les multinationales qui exploitent, n'est-ce pas, les ressources, n'est-ce pas, de la RDC, minière de la RDC. Résiliez ces contrats et vous verrez. Je pense que la plupart des temps, c'est pourquoi on n'attaque pas où il y a l'exploitation minière. Pourquoi on n'attaque pas où les grandes sociétés sont installées? Résilier ces contrats et prendre le risque aujourd'hui de laisser filer certains partenaires qui apportent une certaine plus-value à l'économie congolaise. On ne résilie pas parce qu'il faut résilier. On résilie parce que, bon, ok, il faut établir de nouveaux contrats, n'est-ce pas, pour voir plus clair, n'est-ce pas, dans la gestion de ces ressources. Parce que le plus grand problème aujourd'hui dans ce conflit, c'est parce que la RDC est très riche. Et la RDC n'a pas une politique, n'est-ce pas, de sécurisation de son territoire. La RDC, M. Tshisekedi passe plus de temps à faire des discours, à parloter, à faire des déclarations à l'emporte-pièce sans prendre une véritable décision de terrain. Parce que je vous l'ai toujours dit, si j'ai proposé par exemple que M. Tshisekedi, recrutez-moi 2 millions de Congolais. Le Congo est à près de 100 millions d'habitants. Hein? Vous recrutez 2 millions de Congolais. Vous les formez, vous prenez un partenaire comme la Russie, pour les instructeurs russes, vous les formez pendant 6 mois, vous les envoyez face au M23 s'ils vont résister. 2 millions de Congolais, c'est suffisant. Et si réellement la société civile congolaise est prête à défendre son pays, au lieu de voir aux danseurs, aux sapeurs, ils se décident de défendre leur pays. Ils vont le défendre. Au lieu de le défendre avec les paroles qui n'aboutissent à rien. Je pense que si c'était véritablement, la RDC cherchait véritablement des solutions, elle aurait déjà trouvé, n'est-ce pas, des solutions. Parce que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, c'est un problème qui date depuis longtemps. Le Congo est l'un des pays les plus puissants en Afrique. Il faut le dépecer comme un gibier. Alors, il faut toujours avoir des gens qui ne pourront pas prendre des décisions. C'est pour ça que la mort de Lumumba a été décidée depuis la Belgique et jusqu'à présent, cette mort-là continue à impacter la RDC aujourd'hui parce que c'était le seul qui avait mis le doigt où ça faisait mal. Si Tshisekedi met le doigt où ça fait mal, vous verrez. Voilà. Alors, cette avancée, on la voit. Les chefs de la diplomatie rwandaise et congolaise saluent justement l'initiative, l'instrument clé permettant, du moins fixant les modalités relatives au désengagement des soldats, ou du moins des troupes rwandaises déployées du côté de la République démocratique du Congo. Mais l'objectif à long terme, patient par fin d'homme, c'est de parvenir à un cessez-le-feu qui, contrairement
aux précédents accords sera cette fois respecté sur le terrain. Faut-il fonder un espoir à ce cessez-le-feu éventuel aujourd'hui au regard justement de ces nombreuses violations qui ont été enregistrées en dépit de l'implication de la médiation angolaise? Il faut l'espérer de toute façon. Il faut l'espérer de toute façon. Quand on n'espère plus, quand on estime qu'aucune solution ou bien qu'une initiative ne peut plus prospérer dans le sens de ramener ceux qui sont opposés aujourd'hui à la paix, ou bien à la table de discussion à la paix, cela veut dire qu'on a échoué. Mais l'homme, il faut toujours espérer. L'espoir fait vivre, disait quelqu'un. Il faut toujours être dans des dispositions qui positivisent et qui espèrent que les uns et les autres, à un moment donné, seront raison gardée. Vous savez... Espérer quand bien même les parties prenantes ne montrent pas un signe d'apaisement, patient parfum d'homme? En apparence, peut-être qu'ils ne montrent pas des signes d'apaisement. Mais dans le fond, je crois que cette question a déjà fait couler beaucoup d'encre et même de salive, au point où je ne pense pas que cela laisse indifférents les différents protagonistes qui s'affrontent sur le terrain. Vous savez, la guerre n'est pas une fin en soi. La guerre n'est pas une fin en soi. La guerre est un moyen pour laisser place à la négociation et à la diplomatie. Bon. Donc, je crois qu'à un moment donné, les différents protagonistes sont obligés quand même de se dire il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. D'autant plus que les opinions africaines en ont marre de cette guerre dont ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants. Mais là, ça fait un bon bout de temps qu'on s'assoit et qu'on discute. Oui, mais cela... On trouve même des solutions, mais on a du mal à les implémenter. Oui, il faut repartir. Peut-être l'environnement n'était pas... Dans un cirque éternel de négociations, de discussions pour parler. Il faut tenter toujours, chaque fois que l'opportunité de discuter se présente avec... un adversaire, il ne faut jamais mettre de côté, n'est-ce pas, cette opportunité-là. Parce que l'autre solution, c'est quoi? C'est la guerre. Et qui dit guerre, dit mort. Et qui est en train de mourir dans cette affaire-là? Ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des Européens, ce ne sont pas des Américains, ni des Asiatiques. C'est des Africains qui meurent, quel qu'en soit l'agresseur désigné. Ce sont les Africains qui s'affrontent et qui sont en train de mourir. Nous n'avons pas besoin de cette guerre de trop, d'autant plus que, in fine, à la fin, ceux qui profitent le plus de cette guerre ne sont pas les Africains. Ce n'est ni le Rwanda, ce n'est ni le Congo. Ça, on n'a pas besoin de faire ce descriptif. Oui. Les lobbies, n'est-ce pas, qui sont dans l'exploitation des mines de l'Afrique et ceux qui gagnent le plus de ces guerres-là ne sont ni les Congolais ni les Rwandais. Donc, je félicite la médiation angolaise et je pense même qu'elle doit être soutenue par les autres pairs africains pour contraindre, n'est-ce pas, ces deux belligérants à arriver à la table de négociation. Je continue de dire, la guerre n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un levier pour permettre à la diplomatie de vraiment s'exprimer dans toute sa grandeur et arriver à des compromis. Je ne parle pas de compromission, mais à minima à des compromis qui ne sont humiliants pour personne, mais au contraire qui peuvent créer une nouvelle dynamique de développement de cet espace pour le bonheur de toutes les populations qui sont autour de cet endroit qui est immensément riche. Vous savez, Djetshiz Khan, je ne sais pas si je prononce bien le nom, ce grand stratège militaire qui a envahi l'Europe à un moment donné, qui avait l'habitude de dire quand on affronte un ennemi et qu'on est en train de le vaincre, il faut toujours laisser une porte de sortie. Parce que quand vous le poussez à avoir dos au mur, il est obligé de se battre, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, parce qu'il sait qu'il n'a pas de possibilité de fuite ou bien de sortir de là de manière honorable. Donc, pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'indexer qui que ce soit, d'autant plus qu'ils sont à la table de négociation, encourageons tout simplement ces différents acteurs. Vraiment, cette fois-ci, on leur dit l'Afrique vous regarde, l'Afrique espère, vous avez une responsabilité, n'est-ce pas, pour le futur vis-à-vis de ce qui se passe. Essayer de trouver un terrain d'entente pour maintenant, pour demain, pour après-demain, pour plus tard, pour que cette zone qui était encore hier comme une zone maudite, où malgré les richesses incroyables,
innommable que cette zone-là regorge, elle est plutôt devenue comme une espèce de mouroir, n'est-ce pas, pour les Africains qui s'y trouvent, et cela ne peut pas du tout être acceptable. Et il faut quand même insister pour dire aussi au Congo, c'est bien beau d'orienter, de focaliser l'essentiel des regards des Africains sur cette zone-là. Mais le reste du Congo, qui est aussi truffé de richesses, mais où la pauvreté est de plus en plus galopante, que fait l'État du Congo pour montrer au moins qu'ils sont capables, quand ils ont les mains libres, de gérer convenablement les richesses de d'autres zones. Je vois la ceinture du cuivre, je vois d'autres minéraux dans le gauche du Congo, dans d'autres zones de diamants, etc., de Kassai, etc., etc. Mais là aussi, on constate malheureusement que la misère ne fait que continuer, n'est-ce pas, de happer les pans entiers de la société, de la jeunesse, et qui compromettent d'ailleurs le futur. Et si la priorité était déjà de pacifier cette partie du pays, avant de se pencher sur d'autres régions, comme vous le dites, au regard justement de cette, du moins, de l'immensité de cette richesse patient par fin d'homme. Mais personne ne peut croire cela. Ce n'est pas du tout antinomique, qui nous prouve déjà que dans les zones qui contrôlent parfaitement et où l'exploitation des richesses congolaises sont encore 1 milliard de fois plus orientées, peut-être même, que ce qui se passe au niveau de cette zone qui est querellée avec le Rwanda, parce que là, c'est une question de terrain, vous savez très bien, et de ce coltan que tout le monde ambitionne d'avoir avec lui. Mais le Congo n'a pas que ça. Le Congo a du diamant, le Congo a du cuivre, le Congo a de manganèse, le Congo a de l'or, le Congo a. Et malheureusement, dans la plupart des zones congolaises, allez regarder ce qui se passe à Kinshasa. C'est désolant le spectacle que Kinshasa offre, surtout la jeunesse quinoise, plongée dans une pauvreté qui ne dit pas son nom, dans la consommation des drogues les plus dures, etc., sans que l'État central congolais nous montre que dans les zones où je contrôle totalement, voici le visage que j'aimerais donner à cette zone qui est querellée par le Rwanda et qui aujourd'hui ne permet pas aux populations de ces régions-là de profiter aussi, n'est-ce pas, de mon savoir-faire, de mon expertise, comme je le fais ailleurs. Donc, je sors de là en disant il faut qu'on arrête d'en faire une espèce d'abcès de fixation, cette zone de l'Est République démocratique du Congo, parce que le Congo n'a pas que ça comme richesse, mais malheureusement ailleurs, on ne voit pas très bien ce que fait l'État central congolais pour justement sortir le Congo. Je vous dis que c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec une population uniquement de 100 millions d'habitants. Tous les Congolais devaient avoir le niveau de vie minimum, je ne sais pas, des Qataris ou bien des Caucasiens aujourd'hui. Donc on ne peut pas comprendre comment le Congo continue de croupir dans cette misère indescriptible. Donc vraiment, aux Rwandais, aux autorités rwandaises comme aux autorités congolaises, arrêtez de faire honte à l'Afrique, parce que nous savons pertinemment que 90% de tout ce qui a dégagé cet espace-là en termes de revenus ne profite ni aux Rwandais ni aux Congolais, mais justement à ces manipulateurs de l'ombre qui continuent de s'enrichir sur le dos de notre continent. C'est tout simplement inacceptable. Merci à vous. Nouveau round pour parler de paix à Luanda entre les délégations rwandaises et congolaises. Malgré les violations répétées du cessez-le-feu, la RDC et le Rwanda maintiennent donc le dialogue via l'Angola. Les deux voisins ont acté début novembre la désignation d'un comité de suivi des violations du cessez-le-feu dirigé notamment par l'Angola et intégrant des responsables des deux pays, congolais et rwandais. Alors Henri, pour sortir de cette thématique d'accueil, comment parvenir à une solution définitive à ce conflit aujourd'hui, une solution qui satisfasse entre autres toutes les parties prenantes? C'est très très difficile parce que la difficulté que vous entendez souvent dans les négociations internationales, les partenaires dire dialogue franc. L'une des grosses difficultés dans les négociations internationales, c'est que le dialogue soit franc. Alors, il y a donc énormément d'hypocrisie dans les relations internationales. Et du moment où le dialogue est biaisé, les solutions que vous mettez en œuvre pour résoudre les conflits sont biaisées. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est très très difficile de trouver des solutions en tant que tel. Il y a une guerre, ce dont la République, il faut d'abord établir l'équilibre des forces, si vous voulez mon avis. Parce que l'équilibre des forces impose des solutions aux gens. Et vous voyez très bien ce qui se passe dans la République démocratique du Congo.
l'équilibre des forces est en défaveur de la République démocratique du Congo, malgré les populations, la grande population, malgré le gros espace. Et ça, tout le monde le voit. Et personne ne veut doter à ce pays une véritable armée. La solution est-elle diplomatique ou militaire, Henri? Il faut un équilibre des forces militaires pour pouvoir avoir une solution diplomatique. Tu ne vas pas aller à la table des négociations quand quelqu'un est plus fort que toi. Je n'ai aucun intérêt de négocier si je suis plus fort que toi. Je continue à taper dedans. Donc l'équilibre militaire est un préalable aux négociations franches. Parce que les partis ont intérêt, tous les deux, à vouloir aller à une solution. Quand il y a rarement des négociations s'il n'y a pas d'équilibre militaire. Donc, il faut un équilibre militaire. Or, malheureusement, nos États néocoloniaux ont été pensés pour que les dirigeants ne pensent pas au peuple. C'est comme ça que nos États ont été conçus après les indépendances. On prend des dirigeants, on les met, on leur dit « bouffez, empiffrez-vous », mais la population, c'est le tiers-monde. Vous êtes la crème du tiers-monde. Et les populations, vous pouvez regarder comment elles périssent. D'ailleurs, ça rejoint votre sujet, votre coup de gueule, le coup de gueule de M. Christelle Fanga. Et moi, j'ai envie d'ajouter à ce coup de gueule, comment vous expliquez que vous plaignez des ordures? C'est de la compétence des municipalités. Pourquoi vous votez pour les mêmes maires? Pourquoi votez-vous pour les mêmes maires chaque année pour les hommes, alors qu'on se plaint des résultats et on dit qu'il n'y a rien? Et c'est l'un des gros problèmes qu'il y a dans la façon dont les démocraties ont été implémentées chez nous. Chez nous, on va au suffrage universel pour avoir un boulot, comme partout ailleurs, et le reste, dès qu'on a gagné, dès qu'on a une figure, on se moque de ce que les gens pensent. Et ces personnes dont on se moque viennent revoter pour vous. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi on vote. Vous savez qui est Tshisekedi? Son père était déjà un homme politique important qui se battait pour le pouvoir. Et son fils, il est dans une logique c'est-à-dire que pour le Tshisekedi, il est normal, parce qu'il est le fils de Tshisekedi, de se présenter. C'est comme ça qu'on réfléchit en Afrique. Hein? Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre. L'Africain, quand il regarde la démocratie, il ne se dit pas qu'est-ce que les gens ont fait. Est-ce que je dois voter pour... Parce qu'on vote pour les maires. On vote pour... C'est ça qu'on appelle des élus locaux. Vous pouvez les regarder. Il y a des péjoratifs des élus locaux, nettoyer les routes et tout ça. Ce n'est pas fait. Mais vous revenez, on vote pour les mêmes. Et c'est ça le problème de la démocratie chez nous. Parce que c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de nous. Après les indépendances, on a hérité des systèmes qui ne sont pas nés de nous. Or, leurs démocraties sont nées de la rupture avec les monarchies, dont la recherche de la souveraineté populaire. Ils respectent donc cette souveraineté populaire qui a été implémentée par les suffrages. Parce qu'avant les révolutions, c'était les monarchies. Or, nous, c'est quoi? Nous, on se gargarise d'un mot qu'on appelle démocratie qui ne vient pas de nos tripes. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans la tête d'un Africain. Ça ne vient pas de nos tripes. Nous sommes d'ailleurs parfois on a des comportements de sujets du roi, beaucoup plus que les comportements de citoyens. Le citoyen est actif dans la démocratie. S'il se rend compte que lui, il a voté pour un maire et que les ordures sont chez lui, au prochain municipal, il ne vote plus pour le même. Chez nous, on vote le même. Donc, on est en déphasage par rapport à ce que la démocratie devrait être. Et les résultats sont là. Les résultats sont là. C'est votre coup de gueule. Tous ces maires-là, aux prochaines élections, on ne devrait plus leur accorder un mandat. Et vous allez voir, vous allez retrouver les mêmes, c'est familial. On vote des réputations parce que nous avons des réflexes de chefferie. Nous vivons comme dans une chefferie alors que nous sommes dans une démocratie. Parce qu'on ne connaît pas ça. Ce n'est pas dans nos habitudes. Nous sortons des chefferies. Et donc, on a des comportements de sujets de monarques. Voilà ce qui se passe en réalité. Et c'est ça qui se passe en République démocratique du Congo.
Vous voyez, ils sont là depuis. Moi, je me demande pourquoi ils sont là. Mobutu est resté plusieurs années. Après, on a eu Kabila. Après, on a l'impression que personne ne veut vraiment trouver une solution à ce problème. Et la première solution est militaire. Un État doit pouvoir s'armer. Et dès que cet État est armé, il peut créer un équilibre avec les voisins. Ils sont donc obligés de négocier et de trouver des équilibres. Moi, je conseillerais à Tshisekedi de s'allier à la Russie maintenant, mais il ne va pas le faire. Parce que celui qui l'a mis, ceux qui l'ont poussé au pouvoir, n'ont pas les mêmes intérêts que les intérêts russes. Ça, c'est de l'analyse. Je sors par là. Voilà. Merci à vous. Il faut une solution militaire pour ouvrir justement toutes ces portes de dialogue. Merci à vous, Henriette Tangana. Et évoquons un autre sujet en rapport avec cette crise diplomatique à laquelle nous assistons depuis plusieurs jours entre l'Union européenne et le Niger. On rappelle que le 23 novembre 2024, le Niger a réaffirmé sa souveraineté face justement à l'Union européenne dans une confrontation qui met en lumière des tensions profondes entre un État en quête de respect de son indépendance et une institution perçue comme interventionniste. Au cœur de ce différend, une aide humanitaire de 1,3 million d'euros, destinée notamment aux victimes des inondations au Niger, mais attribuée de manière unilatérale. Fort de ce constat, nous passons donc en revue ce soir la problématique entourant les activités de toutes ces organisations dites non gouvernementales. Comment passe-t-on de l'humanitaire au politique? L'Afrique peut-elle se passer de ces missions étrangères qui interviennent notamment sous le couvert d'aide humanitaire? Quelle médiation pour désamorcer la crise entre l'Union européenne et Niamey? Nous prenons tout d'abord cet élément de la rédaction qui plante le décor. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération nigérienne, diffusé à la télévision nationale le dimanche 24 novembre 2024, le Niger a annoncé que le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne à Niamey, Salvador Pinto, en raison de la gestion des fonds destinés aux ONG pour assister les victimes des inondations, est une initiative unilatérale de son gouvernement et non celle de l'Union européenne. Pourtant, l'Union européenne avait déclaré samedi, par le biais d'un communiqué, son désaccord concernant les raisons évoquées par le Niger au sujet de la gestion des aides humanitaires et avait même laissé entendre que la décision du rappel de son ambassadeur venait d'elle et non du Niger. Et concernant les 1,3 million d'euros alloués aux victimes des récentes inondations au Niger par l'Union européenne, le ministère nigérien a indiqué que son pays n'a jamais sollicité d'assistance humanitaire internationale suite aux inondations et encore moins auprès de l'Union européenne. Il a également souligné que le gouvernement nigérien avait pris la décision souveraine de financer lui-même les réparations des dégâts causés par les inondations. De plus, l'annonce de cette aide non demandée est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées, ce qui va à l'encontre des usages diplomatiques souvent rappelés par une note verbale circulaire adressée aux missions diplomatiques et organisations internationales accréditées au Niger, a noté un communiqué, ajoutant également que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération est, je cite, le seul interlocuteur en la matière, impliquant que même si une aide avait été sollicitée, elle aurait dû passer par ce ministère. Fin de citation. Enfin, l'acheminement de cette aide dans les régions s'est fait par le biais des organisations non gouvernementales sélectionnées par la délégation de l'Union européenne à Niamey, et cela dans une totale opacité. Face à cet incident qui témoigne d'un manque de respect flagrant envers les autorités nigériennes, le gouvernement a conclu qu'une collaboration avec l'ambassadeur de l'Union européenne n'était plus en... Alors, à quoi assistons-nous, André Kistel Fanga? Nous avons un État qui vous dit qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour venir en aide à tous les sinistrés, frappés justement par ces inondations. De l'autre, vous avez le club des 27 qui décide unilatéralement de vous accorder une aide humanitaire. Et quand bien même on parle d'aide humanitaire, ce n'est pas de l'argent qui est destiné à l'État du Niger, mais plutôt à toutes les organisations non gouvernementales mandatées par l'Union européenne. C'est quoi ce rôle trouble? Comment passe-t-on de l'humanitaire au politique quand on regarde justement les véritables missions de ces organisations non gouvernementales? C'est vous qui croyez que l'Union européenne
la Banque mondiale, le FMI et toutes ces organisations internationales font dans l'humanitaire. Ils ne font que dans la géopolitique, dans la politique, dans la déstabilisation, dans le financement du terrorisme, du djihadisme, dans le financement, n'est-ce pas, des rébellions. Ça a toujours été ça. Ça n'a jamais été de l'aide. Parce que si il faut aider des gens, comment est-ce possible? C'est une aberration, c'est une insulte même à l'intelligence des Africains et à un pays comme le Niger. La paume du discours, c'est ce montant qui paraît dérisoire, 1,3 million d'euros. Ben vous pensez que 1,3 million d'euros, c'est dérisoire? Pour un pays qui est dans cette difficulté-là, où il faut reconstruire des maisons, il faut refaire... Mais si les autorités elles-mêmes disent aujourd'hui qu'elles ont pris les mesures et qu'elles n'ont pas besoin de cette aide... Non, je dis bien... Que faire dans un tel contexte? Vous faites que mon idée de l'analyse, n'est-ce pas, de ce sujet m'échappe. Mais je voudrais revenir pour vous dire que ces organisations, que ce soit l'Union européenne et tout le reste, le club des 27, comme vous les avez bien cité, c'est le club des bandits. C'est un club de voleurs. C'est un club de brigands. Ça n'a rien à voir avec des humanistes ou bien des hommes qui aiment l'Afrique. Parce qu'en réalité, ces aides-là ne sont jamais arrivées pour les populations. Parce que quand même, vous ne pouvez pas dire, n'est-ce pas, que vous envoyez autant d'argent pour aider les populations sinistrées qui n'en demandent pas grand-chose. Hein? Vous voyez un peu, parce que quand vous dites que c'est une somme dérisoire, non, elle n'est pas dérisoire, elle est importante. Et d'ailleurs même que c'est notre argent. C'est notre argent. L'Europe s'est construite avec nos richesses et continue à vivre grâce à nos richesses. Donc, quand ils se décident d'envoyer un peu comme ça, ça doit servir pour les populations. On doit prendre ça. On doit prendre ça. Parce que, il y a des gens qui disent on ne doit pas prendre. Je dis bien, on doit prendre ça. Et ça ne doit pas venir... Même si les mécanismes du moins, les canaux qui sont tracés pour l'attribution de ces montants ne sont pas souvent clairs, parce qu'on parle là d'une aide de l'Union européenne, mais qui passe par des ONG qui, en retour, vont utiliser ce montant à leur guise par l'achat peut-être des besoins de première nécessité. C'est ça la technique, n'est-ce pas? C'est les techniques de la mafia. C'est les techniques, n'est-ce pas, de ces voleurs. C'est les techniques, n'est-ce pas, de tous ces gens, de ce conglomérat de ripoux. C'est-à-dire, vous ne faites pas un constat. Il y a les ambassadeurs de tous ces pays-là, du club de 27 que vous avez cité. Et il y a toujours un ambassadeur de l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a l'ambassadeur de France, il y a l'ambassadeur d'Allemagne, il y a l'ambassadeur de ceci, de tous ces pays européens dans nos États. En plus de ça, il y a l'ambassadeur de l'Union européenne. Et c'est par lui que tout passe, parce que c'est en réalité lui, la tête, n'est-ce pas, pensante de la déstabilisation dans la plupart de nos États. Peut-être beaucoup d'Africains n'ont jamais lu ça comme ça. Mais l'ambassadeur de l'Union européenne est celui qui est la tête, n'est-ce pas, pensante de déstabilisation de nos États. Parce que même quand un financement vient de l'Union européenne, c'est lui qui gère ça. Et c'est lui qui connaît les ONG à qui attribuer cela. Et c'est lui parfois qui formule la demande, n'est-ce pas, pour envoyer, n'est-ce pas, au club des 27, pour dire que voici les besoins, par exemple, au Niger actuellement. Il faut nous envoyer telle somme. Et dans son rapport secret, il ne vous dit pas que ce n'est pas, c'est pour financer, n'est-ce pas, des ONG qui vont servir finalement à la déstabilisation de ce pays. Parce que vous allez regarder les Transparency International, tous ces ONG-là, qui appartiennent à un individu, hein, parce que la plupart des financements viennent d'un seul individu, M. Soros. C'est lui la tête pensante de ces ONG. C'est lui le principal financier de ces ONG-là. Donc, l'Union européenne aujourd'hui est au service, n'est-ce pas, des lobbies de déstabilisation de l'Afrique. Et donc, l'objectif n'était pas d'aider le Niger, qui est sérieusement, n'est-ce pas, en difficulté. Parce que avec cette digue qui a lâché et qui a déversé de l'eau, n'est-ce pas, dans les villages et qui a inondé les champs et tout le reste. Donc, il y a des besoins réels. Et donc vous ne pouvez pas avoir cette quantité d'argent et que des populations continuent à dormir à la belle étoile.
Et vous dites que non, ça a été reparti dans les ONG. Et c'est ces ONG-là maintenant qui vont entrer en contact avec certaines populations, certains sinistrés. Alors que nous avons un État qui est debout, un État qui fonctionne. D'ailleurs, même pourquoi l'Union européenne envoie l'argent dans un pays où ils disent qu'il y a la dictature ou bien ils ne reconnaissent pas les autorités de transition. Vous envoyez l'argent au Niger, pourquoi? Alors que vous dites que non, vous ne reconnaissez pas les autorités de transition. D'ailleurs, vos complices de la CEDEAO ont voulu bombarder le Niger avec votre appui, avec l'appui de M. Emmanuel Macron. Pour dire que non, il n'y a pas de gouvernement. Mais tellement vous êtes souciés de ce peuple-là que vous avez voulu bombarder hier. Mais en réalité, vous comprenez que les financements, la plupart des financements de ces organisations-là ne viennent pas pour le bien-être, n'est-ce pas, des populations, mais viennent pour alimenter, n'est-ce pas, les foyers de tension. Regardez la plupart des tensions dans nos pays. C'est les ONG qui sont à la base, n'est-ce pas, de l'alimentation de ces zones de tension. Médecins sans frontières au nord-ouest, je crois au nord-ouest du Cameroun ou au sud-ouest, s'est retrouvé en train de porter, n'est-ce pas, des munitions pour livrer aux terroristes. Mais avec l'ambulance, Médecins sans frontières. Nous avons vu Amnesty International, nous avons vu, vous l'appelez Human Rights Watch, n'est-ce pas? Ces caméras ne filment que les exactions, n'est-ce pas, de l'armée, mais ne filment jamais les exactions des rebelles, des terroristes, des djihadistes. Mais à quoi nous servent ces ONG dans nos territoires? Finalement, si c'est pour faire seulement des rapports négatifs, n'est-ce pas, sur les États, au lieu de faire des rapports même sur ces soi-disant. Bon, ok, comme c'est des complices, c'est des amis, donc ils ne peuvent pas faire des rapports contre eux. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que si une organisation comme l'Union européenne nous envoie des financements, nous les prenons, nous les utilisons à bon escient, et cet argent doit entrer dans les caisses de l'État, et non plus une affaire de qu'on envoie des ONG bidons qu'on ne connaît ni la tête ni la queue. Alors Henri, avant de retrouver Patient Parfendum, le besoin semble réel. Quand nous voyons ces images, on comprend clairement que la population est dans le besoin. Mais que faire quand on nous brandit ces montants érigés en aide humanitaire? D'autant plus que ceux qui brandissent justement cette aide en question jouent un rôle trouble. Pouvons-nous, ou du moins l'Afrique, peut-elle passer de ces organisations non gouvernementales? L'aide était de combien? Vous avez 1,3 million d'euros. On utilise l'euro là-bas, dans ce pays-là? Non. Ah ben je pose la question. Ils vous disent, est-ce qu'on utilise l'euro dans ce pays-là? L'argent aurait, du moins, on aurait converti en francs CFA, Henri. Très bien, c'est important de dire ça, parce que si moi je vous donne maintenant une aide d'1 million de dollars, là au Cameroun, ça ne vous sert à rien. Parce que le dollar n'a pas un cours légal au Cameroun. Vous ne pouvez l'utiliser que si vous allez aux États-Unis. Sauf si vous me dites que vous allez aller chez votre banquier et dire à votre banquier que je vous donne le dollar transformé en francs CFA. Mais ça, vous n'êtes pas sûr qu'il va accepter. Si vous voulez en faire une petite expérience, hein, je vous envoie l'euro et je vous dis d'aller chez votre banquier. Vous n'êtes certainement pas chez votre banquier que vous allez partir. Vous allez partir dans des circuits parallèles. C'est là où la première arnaque commence. La deuxième arnaque, le pasteur dit, très gentiment, nos États doivent prendre cet argent. Ah bon? Mais vous ne le voyez même pas. L'argent est versé en Europe sur les comptes européens de ces ONG. Si l'argent existe. Alors comment vous faites pour le prendre? Là, je suis là sur des modalités pratiques. C'est-à-dire que quand vous faites de l'analyse géopolitique, vous savez gratter entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Donc, pourquoi exprime-t-il cette monnaie en euros? Ça vient d'où? Ça vient de quel compte? Vous êtes une organisation non gouvernementale sur mon territoire. Mais je dois pouvoir connaître votre bilan. Toutes les personnes morales et physiques sur un territoire font des déclarations d'impôts. Donc, vous devez pouvoir déclarer
chaque année, parce que d'abord, vous devez payer vos impôts. En Belgique, on appelle ça être... il y a une phrase spécifique pour les agents de l'impôt pour le dire. Enfin, ça me revient, je vous le dirai. Bon, je crois être assujetti, voilà. Ils disent souvent être assujetti à l'impôt des personnes physiques. On doit, pour pouvoir vous imposer, que vous fassiez le bilan. Et que, parce que, pour ceux qui ne savent pas, on ne taxe pas, on taxe les bénéfices. Donc voilà. Donc quand vous êtes une personne morale dans un pays, on doit pouvoir tracer où sont vos comptes, d'où vient l'argent, parce que vous avez un bilan que vous allez présenter. Et dans ce pays, où il y a le cours légal et le franc CFA, comment vous faites pour expliquer aux gens que vous avez reçu l'argent en euros? Sur quel compte? Comment ça se passe? Très bien. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, M. Christelle Fanga nous parlait de Médecins sans frontières. Il a pris le cas du Cameroun. Mais pourquoi Médecins sans frontières est créé? Médecins sans frontières a été créé pour soutenir la guerre du Biafra. Et c'est Médecins sans frontières qui allaient avec les armes, les munitions pour soutenir les séparatistes biafrais sous le nom d'organisme non gouvernemental. Je vais vous donner encore un autre exemple. Je l'ai déjà donné une fois sur le plateau. C'est quand Colin Powell, vous vous souvenez de Colin Powell, ce général américain noir qui était allé à l'ONU montrer, prouver qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. On passe l'épisode. Quand ils font l'opération, quand ils envahissent l'Afghanistan, je crois que l'opération s'appelle Enduring. Colin Powell va dire aux ONG, vous êtes une force démultiplicatrice de notre pouvoir. Une partie tellement importante de notre combat. Il le dit devant les ONG. Alors, et vous continuez à penser, comme M. Fanga vous a dit que vous continuez à penser vraiment qu'ils viennent là pour vous. C'est avec, je crois, Susan Nussel, qui était d'ailleurs la collaboratrice de Hillary Clinton, à l'époque de Obama, qui vont créer le Smart Power par les ONG. Susan Nussel était aussi directrice d'Amnesty International. Allez regarder les directeurs de ces ONG, hein, à la base, hein, Amnesty International des États-Unis, parce qu'il y a des démocrations. Bref, vous avez des gens dans nos pays dont les implémentations au Cameroun ne sont même pas des locaux. Le directeur général Niger est un local, c'est un Nigérien. Ça, c'est la première chose. En tout cas, les têtes. Et après, on engage quelques petits fifrelins là, qui sont des... Voilà, qui sont heureux d'avoir un peu d'argent. Et puis, on vous explique, parce que le budget, comme qu'ils disent là, comprend les budgets des voitures du personnel, les salaires du personnel, forcément, les grosses voitures luxueuses du personnel, et puis il y a quelques miettes avec des pansements, du mercurochrome, un peu d'alcool, pour faire des pansements pour les populations. Et nous, les populations noires, si vous allez dans la forêt, vous trouvez un petit bantou. Moi, je préfère parler de moi-même parce que si je dis qu'on prend une autre tribu, ça peut être discriminant. Il est dans sa petite forêt en train de chasser son rat palmiste. Il a sa blessure, vous venez, vous mettez le mercurochrome, vous mettez le pansement gratuitement, il est heureux. Il est persuadé que l'homme blanc est un être supérieur. Vous savez, quand nous étions au lycée, on pensait que les blancs sont honnêtes. Je ne sais pas si vous avez été au lycée, à l'époque, on avait encore beaucoup de professeurs coopérants blancs. Quand le professeur rentrait et qu'il était blanc, tu dirais là, j'aurais la vraie note. Parce que lui, il n'est pas discriminant. Alors qu'en réalité, il n'était pas discriminant parce qu'ils avaient ensemble d'eux un ensemble de petits nègres, ils s'en foutent. Allez chez eux, vous allez connaître ce que c'est que le racisme. Vous allez vous demander, mais est-ce que c'est les mêmes professeurs qui me donnaient les cours de physique là et qui... Voilà. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous impose dans nos têtes que ce sont des êtres supérieurs, ce sont des êtres bons. Mais le jour où vous allez prendre l'avion et que vous allez chez eux,
Sur 10 Camerounais qui, à l'époque, moi je suis venu boursier, sur 10 boursiers, 8 ne terminaient pas les études, il n'y avait que 2 qui terminaient les études. Pour sortir en Ils ne terminaient pas, 2 de retourner au Cameroun et montrer qu'ils ont terminé les études. On les retrouve dans des ordres sans avoir fait des équivalences de diplômes. Moi, j'ai vu des dentistes qui ont terminé les études, qui sont allés au Cameroun. Jusqu'à leur mort, ils n'avaient soigné que la dent de leur frère. C'est pour vous dire que le résultat... Bon, après, c'est une façon de dire que voilà le rôle des ONG, de façon tout à fait générale. Donc, ces trucs-là, ça ne sert à rien chez nous. Parce que vous avez posé une question, vous avez dit, est-ce qu'on n'en a pas besoin? Pourquoi faire? 1 million d'euros, ça couvre leur salaire, les frais de carburant, les belles voitures dans lesquelles ils achètent, et puis ça dope leur industrie, parce que c'est eux qui fabriquent les voitures, les trucs, leur salaire, puis les pansements qu'ils vont envoyer et tout. Mais ça n'arrive pas chez vous. Et puis vous êtes en train de chasser votre rapamise, vous avez une blessure, ben vous voyez un mec qui vient, vous ne savez pas d'où il vient, et il vous dit qu'il vous soigne votre blessure gratuitement. Alors que quand vous allez dans un hôpital chez vous, personne ne vous met le pansement là gratuitement. Et vous grandissez en pensant que cet être-là est un être supérieur à vous. Parce qu'il a une aptitude à l'empathie que vous-même, vous n'avez pas. Jusqu'au jour où vous allez chez lui. Et quand vous mettez les pieds chez lui, vous dites, c'est pas possible. Comment ça se fait que ceux qui sont chez nous sont si bons, ils sont si gentils? Voilà. Mais quand on en arrive chez eux, c'est autre chose. Là, vous faites face à la violence du racisme. Merci à vous, Henri. Donc ça, dans son expression la plus brutale, je sors par là. On pourrait tellement dire sur ce sujet, hein, sur les ONG, mais c'est vraiment tout un discours. Voilà. Des aides qui sont octroyées sans consultation préalable. Plus que jamais aujourd'hui, ces ONG représentent un véritable danger pour la souveraineté de nos États, patient parfait d'homme. Mais on semble pris entre deux feux, patient parfait d'homme, entre prendre cet argent qui pour André Kistel Fanga viendra résoudre des problèmes qu'on rencontre au quotidien, vous le voyez d'ailleurs sur ces images, et ne pas prendre cet argent en question. À quel niveau vous situez-vous, patient parfait d'homme? Que faire dans un tel contexte? Mais d'abord, je crois qu'il faut rappeler à nous tous, à notre conscience, que les dernières pluies diluviennes pendant cette saison des pluies dans l'ensemble du Sahel, même au-delà du Sahel, ont eu quand même des conséquences assez désastreuses sur les pauvres populations de ces zones-là. Je pense aux populations même de Tibesti, au nord du Tchad, qui ont été durement frappées par ces pluies. Et je n'oublie pas ceux du nord du Cameroun, du Nigeria, du Mali, du Niger, de Burkina, et même dans d'autres zones où on n'avait pas l'habitude de voir des pluies aussi violentes avec des inondations qui vont avec, frapper les espaces africains. Malheureusement, pour la plupart des populations qui ont été victimes de ces inondations, ils n'ont pas encore retrouvé, n'est-ce pas, la qualité de vie d'antan avant que ces pluies et ces inondations ne viennent perturber complètement leur mode de vie et leur quotidien. Donc vraiment beaucoup de courage à tout cela, parce que souvent c'est très facile d'en parler, nous qui sommes presque à l'abri de ces catastrophes climatiques. On oublie souvent qu'après ces inondations, c'est vraiment beaucoup de difficultés que subissent ces populations qui sont pour la plupart dans les zones rurales. Ils se retrouvent du jour au lendemain sans maison, sans champ, parce que même les récoltes sont détruites, c'est que bien ce qui était, même les greniers sont détruits, et ces gens-là sont exposés et ne peuvent dépendre que de l'aide qui vient de l'extérieur, soit de l'État, soit d'autres organisations internationales. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est vrai, bon, là je réponds à mon ami Henri. Henri, s'il m'envoyait 1 million d'euros tout de suite, là, je vais l'échanger, j'irai à la BEAC à Bonanjo et on va me donner les liquidités en francs CFA. Je ne suis pas obligé d'aller n'est-ce pas, au marché noir pour changer cet argent, ça c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est que dit Henri à Tangana que effectivement cet argent ne sera pas remis à l'État nigérien. Cet argent sera mis à disposition
dans les comptes de ces ONG-là. Oui. Or, la plupart de ces ONG jouent un rôle trouble, n'est-ce pas, et sont aussi des nids d'espions, des nids de ceux qui tentent de poser des actes qui vont à l'encontre de ce que les États de l'AIS font aujourd'hui. L'autre question quand même qui peut accompagner cette réflexion, c'est qu'on continue de se poser la question, mais pourquoi les États de l'AIS continuent de tolérer ce type d'ONG chez eux? On sait que, par exemple, en Russie, les ONG qui reçoivent des financements venant de l'extérieur sont complètement bannis de la Russie. Donc, si nous en arrivons à la démonstration que la plupart de ces ONG sont tout simplement des espèces de chevaux de Troie de l'Occident pour mieux déstabiliser encore davantage nos pays. Je crois que très rapidement, des décisions doivent être prises dans le sens de dissoudre ces ONG pour qu'elles ne continuent pas de jouer ce rôle nocif sur notre continent. Et que faisons-nous dans ce cas, Patient Pafindom, pour répondre aux besoins des sinistrés? C'est vrai qu'au sein de nos États, les politiques définies à cet effet ne sont toujours pas suffisantes pour répondre justement à ce genre de catastrophes naturelles. Oui, mais nous pouvons quand même faire confiance à l'État nigérien qui a déclaré que sous fonds propres, avec les moyens propres, ils vont résoudre le problème. Nous souhaitons seulement qu'on accélère le mouvement pour que les populations ne restent pas longtemps dans cette situation de désarroi que nous connaissons et que souvent nous vivons ou bien où ils vivent dans cette situation pendant trop longtemps. Il faut écouter ces souffrances et ces difficultés de telle manière que ces populations puissent retrouver un cadre de vie normal leur permettant de s'épanouir comme ce fut le cas avant les inondations. Donc l'État du Niger a déclaré qu'ils n'ont pas besoin de cet argent parce que à partir de leurs fonds propres dont ils disposent, ils sont capables de juguler, n'est-ce pas, cette difficulté-là, et qu'ils envoient donc l'Union européenne se balader avec ces financements qu'ils ont jugés d'ailleurs pas du tout importantes et des éléments qui ne participent pas au renforcement des capacités de réaction de l'État du Niger pour aider ces populations à résoudre le problème. Moi, je vais loin en leur demandant d'identifier ces différentes ONG qui devaient recevoir, n'est-ce pas, ces fonds de l'Union européenne et de faire un audit au sein de ces ONG, à la fois audit sur le plan, j'allais dire, financier, mais aussi politique des actions de ces ONG et que très rapidement, qu'ils sortent une liste des ONG qui ne travaillent pas dans le sens de maintenir la souveraineté du Niger et qui sont peut-être, qui ont des actions qui vont dans le sens de créer davantage le chaos au niveau du Niger, et ces ONG-là doivent être considérées comme des nids d'espions, des nids de tentatives de déstabilisation de l'Occident au niveau du Niger, et ces ONG doivent être directement, j'allais dire, dissoutes complètement et interdites d'activité dans cet espace nigérien et même de l'AES, parce qu'en réalité, ce sont des voies détournées de l'influence de l'Union européenne et de l'Occident dans cet espace-là. Mais maintenant, une fois de plus, je crois que notre préoccupation première doit être la situation souvent catastrophique, alarmante des populations. J'espère tout simplement que l'État nigérien va accélérer, n'est-ce pas, le mouvement, puisqu'ils l'ont promis, pour que les populations vraiment sortent rapidement de ce cauchemar. Voilà. Nous allons écouter M. Abdoul Aziz, depuis le Togo, le premier appelant de la soirée, au Standard. Bonsoir à vous, Abdoul Aziz. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. Fanga. Je salue aussi le doyen, M. Pafindom. Je salue aussi M. Atangana. Et je salue aussi les techniciens qui sont en train de jouer un rôle très important. Et en dehors de ça, très rapidement, je vais revenir sur l'état du sujet d'aujourd'hui. Nous parlons toujours de l'Afrique. La crise entre la RDC et le Rwanda. Ce que je voulais que tout le monde le sache est que aucun Africain aujourd'hui, en tant que panafricain, ne sait aujourd'hui les partenaires de ces deux pays. Ils ont le même partenaire. Et aujourd'hui, cette guerre, avant qu'il ne prenne fin,
je ne suis pas sûr que c'est ce président-là qui va mettre fin à cette crise. Et il n'est pas prêt à le faire. Ils sont là seulement à nous berner dans l'illusion. Or, nous sommes déjà éveillés. C'est ce que M. Tshisekedi ne comprend pas. Comme Fanga vient de le dire, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? La population de la RDC, combien? Plus de 120 millions d'habitants. Et on ne peut pas mettre fin à ça là. Et c'est la même chose que l'AUS avait fait aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aurons encore... il n'y en aura pas des milliers de morts au niveau de l'AUS? Non. Il faudrait que M. Tshisekedi revienne à la raison. Qu'il sache que ce sont des vies humaines qu'on est en train de perdre sur le terrain. Et des soldats qui mènent une lutte farouche. Si aujourd'hui, quoi qu'il est en train de berner, qu'il sache que un jour, c'est son tour. Comme monsieur le président du Burkina l'avait dit un jour, on voit devant la population, il dit des paroles vraiment délicieuses. Et lorsqu'ils rentrent dans leur chambre, on les chauffe comme des enfants. On les chauffe. Et ils n'arrivent pas à broncher. Pourquoi? Il faudrait que Tshisekedi revienne à la raison. Avec l'homme de Rwanda, lui, on connaît sa position. Et il ne cessera jamais. Si c'est dans ça, ils seront. Et dire qu'il y a chaque fois des réunions pour la paix, il n'y aura jamais la paix. Ça, que personne ne se trompe. Maintenant, revenons vraiment au deuxième sujet d'aujourd'hui. Revenons vraiment à l'essentiel du deuxième sujet. Le deuxième sujet nous parle de l'apport humanitaire qu'aujourd'hui l'Union africaine se dit qu'il apporte au Niger. Et vraiment, je félicite premièrement M. Tiani pour la vigilance qu'ils ont menée et cette stratégie qu'ils mènent aujourd'hui. Tous les pays africains doivent apprendre au niveau de l'AES, apprendre de M. Tiani. Oui, ça c'est une leçon que toute l'Afrique doit apprendre. Ça c'est sûr. Vraiment, je les félicite. Et j'interpelle tous les chefs d'État qui aujourd'hui sont là, en train de se berner dans l'illusion, qu'ils cessent de se berner dans l'illusion. Les ONG sont là pour détruire nos pays. Et même ce que nous appelons les ambassades européennes, des ambassades des Occidentaux qui sont dans nos pays, ils sont là pour ça. Et ils ont commencé, ce n'est pas maintenant. Mais c'est grâce à l'AES aujourd'hui, nous voyons la clarité des choses. Parce qu'on les a menés au niveau du Conseil de l'ONU. Ils n'ont pas pu venir. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont leur main dedans. Que personne ne se trompe aujourd'hui. Nous sommes éveillés, comme je le dis toujours, nous sommes éveillés. Donc, j'interpelle vraiment M. Tiani et tous les chefs d'État de l'AES vraiment à renforcer encore la sécurité. Ces gens de personnes ne cesseront jamais. Parce que sans l'Afrique, l'Europe ne vivra jamais. Et ils ne pourront pas vivre sans l'Afrique. Et donc, pour pouvoir vraiment mener cette lutte implacable qu'aujourd'hui, Foyer Média nous permet de le faire, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, je le dis toujours, nous sommes au XXIe siècle. C'est ce qu'ils oublient. C'est ce que les Occidentaux ne connaissent pas. Ils oublient cela. Et quoi que, aujourd'hui, nous dormons encore. Qu'ils cessent de faire cela. Et donc, moi, je ne vais pas te parler. Je vais vous laisser là. Passez une agréable soirée. Monsieur Abdoulaziz, depuis le Togo, merci pour votre contribution au standard. Un autre appelant nous rejoint à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. C'est Antoine depuis l'Allemagne. Bonsoir Antoine. C'est Antoine. Oui, bonsoir. Ah, je suis à l'antenne? Oui, vous êtes à l'antenne Antoine, allez-y. Merci. Bon, voilà. Oui, voilà. Allez, c'est Antoine, effectivement. Donc, oui, c'est notre volet en Allemagne, effectivement. Allez, merci pour nous donner la parole pour Pascal. Merci.
Alors Antoine, nous vous recevons difficilement, Antoine. Difficilement, nous vous recevons. Je prends le deuxième sujet d'abord, c'est ça qui m'intéresse principalement. Bon, moi, je reviens pratiquement aux éléments de ce qui s'est passé quand le Mali et le Niger avaient corrompu avec le PEN. On avait vu à l'époque, pratiquement, la Finlande, la Suède, si je ne me trompe pas, qui ont fait l'ambassade pratiquement dans les deux pays. De se réinstaller, je crois, bien à Abidjan ou bien à Dakar. Cela montre à quel point ces ambassades, ce ne sont pas des services ordinaires. Et en fait, celle de l'Union européenne est encore à un autre niveau. Par exemple, c'est devenu encore très subversif. Je ne vois pas comment deux pays disent nous rompons avec tel pays qui a affirmé avoir attaqué un pays voisin. Et bien voilà. Et deux autres pays qui ne sont même pas concernés, qu'on n'a même pas cités, décident de leur propre chef de fermer l'ambassade. Bon. Maintenant, je suis convaincu que l'ambassade de l'Union européenne là-bas à Niamey, à coup sûr, il y a quelqu'un vraiment, c'est l'ambassadeur en question, c'est sûr et certain, le rôle qu'il joue pratiquement dans ce pays n'est pas un rôle correct. Et pratiquement depuis beaucoup d'émissions, nous avons montré à quel point toutes ces représentations ne sont que des unités nocives et négatives pour le pays. On a fait besoin de destin, on a fait besoin pratiquement de montrer à quel point pratiquement toutes ces représentations dans nos pays n'apportent rien de bien. En tout cas, le comportement de l'ambassadeur l'a bien montré. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment, comme l'a dit à Tengana, quand on est loin d'eux, quand ils regardent comme des gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin et dans la souffrance, c'est en ce moment qu'ils s'intéressent à nous. Mais quand vous êtes avec eux vraiment, dans un regard de qualité, où vous voulez faire quelque chose de façon équivalente, ils montrent leur mépris, ils montrent pratiquement tous les mépris qu'ils ont pratiquement pour le pays. C'est là qu'on peut comprendre que l'ambassadeur, qui est un quelqu'un étranger, se comporte comme s'il était un intérêt conquis. Sans se référer même à quoi que ce soit des autorités, on lui dit des choses. Quand il ne les fait pas, il ne les fait pas. C'est tout simplement inconstitutionnel. On peut dire un ambassadeur dans un pays qui se comporte contrairement à ce que le pays de sécurité du pays. Et c'est très important. Bon, donc tout ce qu'on a dit pratiquement, les ONG, il faut des campagnes publicitaires pour se ramasser l'argent, ils montrent le visage de l'Afrique, par exemple, sur toute la forme d'hiver, pratiquement. Une perspective même négative de guerre, de maladies, de souffrance, de tout. Mais quand c'est pas la même, il faut dire, voilà, moi je donne à telle organisation, pour faire les choses en Afrique. C'est toujours négatif qui veut refléter partout. Bon, je dis encore une fois que même si c'est un cas humanitaire, il y a une catastrophe naturelle, eh bien, personne n'a le droit d'intervenir au Niger, au Mali, ni dans aucun pays africain, sans l'aval des autorités locales. Ça, ce n'est pas une option, on ne peut pas contourner. C'est une raison quand même pas ici dans un pays étranger et échapper au contrôle ici, pratiquement, il y a une petite association, on vous demande toutes les déclarations, vous soumettez tous les papiers, chaque membre, tout, il n'y a rien qu'on vous laisse dans l'opacité. Une simple association, hein. Et vous imaginez une grosse machine comme pour sortir, Antoine, pour sortir. Vous avez décrit l'équipement, les voitures, tout le reste, qui veut vivre dans un pays comme s'il était une entité autonome. Bon, là, vraiment, comme le Niger, c'est seulement un laboratoire où en ce moment, on a vraiment un cas d'école, quoi, où on se dit, voilà, tous ceux qui veulent apprendre ce que c'est que les jeunes étrangers dans le pays, eh bien, ils ont le cas de laboratoire du Niger qui a donné un bon exemple et de casser vraiment des habitudes nocives qui ont fait du mal jusqu'à présent dans nos pays. Voilà ce que je veux dire, Johnny. Merci et bonne continuation pour l'émission. Merci à vous, Antoine, depuis l'Allemagne. Merci pour votre contribution ce soir. Au standard, nous avons un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, monsieur Guéné. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs de For You Media. Monsieur Guéné, merci beaucoup pour le travail que tu fais pour nous, les Africains. Monsieur Guéné, il y a un grand homme qui disait, en Afrique, tous les Africains doivent se méfier de 4 choses dans la vie, de 4 F. La franc-maçon, l'armée française, et le franc CFA et la francophonie. Parmi les 4 F là, le président qui se Kilombo, il se trouve dans les 4 F.
Moi, je ne peux pas comprendre le Grand Congo. Et puis on t'appelle de discuter pour le problème de ton pays à un autre pays. Et puis on t'appelle de venir chercher la paix là-bas. Comme disait le journaliste, c'est la force militaire qui doit imposer. Mais parmi ceux-là, où est le grand F africain, l'Union africaine par ça? L'Union africaine, où est le grand? L'Union africaine, c'est un grand F, comme disait le pasteur Fanga. Tous les 4 F là, tout Africain doit combattre tous les 4 F. Tout le peuple congolais doit se lever à combattre les 4 F. C'est ça qui amène qu'il n'y a pas la paix au Congo. Ça fait mal depuis des années que chaque jour, c'est la paix, on recherche la paix, on recherche la paix, on recherche la paix. Et il n'y a pas toujours la paix encore. Le président, s'il écoute le pasteur Fanga qui a dit le plateau, 2 millions de militaires, le problème est, ça va, you know, you want to be very wonderful. Il faut que tout le monde se ressaisisse. On ne peut pas tuer le Congolais alors que le commandant d'en bord même, c'est lui le premier F du Congo. Où est l'Union africaine? Où est l'Union africaine dans ça? Vraiment, l'Afrique même, que Dieu nous en garde. Merci beaucoup à Pasteur Fanga. Et bonne journée à vous. C'est nous qui vous disons merci. 2 thématiques ce soir au cœur de cette émission de Point sur l'actualité. Nous revenons sur ce nouveau round de pourparlers de paix du côté de Luanda entre délégations congolaises et rwandaises. Et puis, bien sûr, nous évoquons le rôle trouble des ONG en Afrique. Le continent peut-il s'en passer? Vous avez la parole, Monsieur Peter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Merci beaucoup, Constantin. Je veux saluer vos invités, M. André Christel. Je vais donner mon point de vue et très bref. Je pense que M. Poutine, chaque fois quand je parle, les gens pensent que c'est parce que je veux qu'on copie forcément M. Poutine, mais il nous a prouvé que avec sa présidence pour la Russie depuis 20 ans maintenant, il est l'homme de ce siècle. Et il ne faut pas le nier, c'est une évidence, right? Ça veut dire que tout ce qu'il est en train de faire devait inspirer beaucoup de présidents africains à pouvoir marcher sur cette voie et se faire respecter. Pourquoi je vous dis ça? Prenons ce qui s'est passé en 1999 jusqu'à 2002 jusqu'en 2000, pardon, avec la guerre en Tchétchénie, la deuxième guerre en Tchétchénie. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a dit « Je ne marchande pas avec le terroriste, je les traque jusqu'au dernier retranchement ». Il a dit un gros mot que je ne peux pas prononcer. OK? Alors, quand il a fait ça, eh bien, les Occidentaux, avec le ONG, ont commencé à faire le tapage médiatique sur BBC, on avait vu sur Sky News, on avait vu sur CNN, on avait vu sur Rai Uno, Rai Dos, Rai Tres, on a vu même sur France 24, TV5. Tous les Occidentaux ont commencé à décrier les droits de l'homme. Deuxième exemple, quand il y a eu la prise d'otage dans le théâtre à Moscou, Poutine a dit qu'il ne discute pas avec les terroristes et que s'ils ont fait, on va minimiser la casse, mais on va les exterminer. Il a envoyé le commando Spetsnaz pour aller neutraliser les terroristes. Alors, qu'est-ce que les Occidentaux font? Avec les ONG, oui, il a utilisé des gaz toxiques qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Poutine a dit, OK, à partir de ce moment, tous les ONG, venez ici vous rassembler. Je vous retire vos agrémentations, je ne sais pas comment dire en français là, agreements, c'est ça? Si je me trompe, vous me rectifiez. Hein. Je vous retire tout ça, et puis vous sortez de mon pays. Les Human Rights, les ONG anglo-saxons, tout ça, vous partez. Pourquoi chez nous, en Afrique, on a comme l'impression, M. Nguéné, excusez-moi, hein, ces grandes ONG internationales, elles financent nos présidents, elles leur donnent des soudoiements, je vous le conjure. Parce que ce n'est pas normal que quand vous voyez ce que Kilimanjaro a fait au Cameroun en attisant des soi-disant membres d'un pays fantoche, en les finançant, en achetant même des armes, même si ce n'est pas de bonnes armes.
et qu'ils sont au Cameroun et avec leurs collaborateurs au Cameroun, qui viennent dire et décrier comment l'armée camerounaise est en train de bloquer les exactions des rebelles de Ambaboy. Comment, lorsque la fameuse attaque dans un camp où ils ont brûlé la maison parce qu'on avait découvert qu'il y avait des armes cachées, ces mêmes ONG sont sortis de leur cachette pour commencer à décrire que l'armée camerounaise n'est pas professionnelle et commet des actions, donc on va envoyer ça au tribunal international, right? Donc, pour moi, avec tout ce qu'on voit, ce qui s'est passé au Mali, comment l'armée du Mali est en train de repousser les terroristes, et en même temps que la France ne peut pas agir, elle active son bouton des ONG pour venir décrier les exactions que l'armée du Mali est en train de commettre. Pareil pour le Burkina Faso. Donc, ça veut dire quelque part que ces ONG n'ont aucune valeur. Elles n'ont pas de rôle à jouer dans nos pays. Et je pense que cette appellation, c'est une escroquerie internationale, une escroquerie géopolitique, excuse-moi. Une escroquerie géopolitique parce qu'on se sert de ça comme des lanternes. C'est eux qui sont dans le camp ennemi qui exercent dans un pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Il y avait des ONG qui étaient là, mais qui avaient accès dans le camp de rebelles et pour lesquels les Ivoiriens n'avaient pas accès là-bas parce qu'ils avaient beaucoup de restrictions. Donc, quelque part, ils jouent un rôle très ambigu. Et pour moi, je pense qu'il faut taper du poing sur la table, comme le Burkina a fait, comme le Mali a fait. Il faut se débarrasser de toutes ces, je peux appeler ça, ces microbes, ces vermines, qui viennent empoisonner, en fait, un régime qui ne plaît pas aux Occidentaux. Parce que chez eux, dès l'instant où tu ne fais pas leur affaire, automatiquement, on appuie le bouton des ONG et ils commencent à faire des rapports. Et c'est la première position, ce qu'on appelle le pole position, c'est Human Rights Right qui commence à dire comment vous avez fait. Donc, ça veut dire quelque part que, tout comme la CPI, là, ce qu'on appelle ICC, qui a été créée uniquement que pour arrêter ceux qui gênent le programme des puissances occidentales, de la même manière que les ONG sont là pour venir épier tous ceux qui ne remplissent pas de conditions qui plaisent aux Occidentaux. Donc, pour moi, c'est nul non les faits. Il faut carrément les abolir et puis même supprimer. Et puis contrôler également les ONG. Pour moi, je vais terminer par là, une ONG doit avoir un membre de gouvernement militaire qui est là dans l'AES, dans ces ONG. Comme ça, il y aura un contrôle très suivi et vous allez voir qu'ils vont marcher au pas. Je vais m'arrêter ici. C'était mon point de vue. Thank you so much. Merci à vous, M. Peter, depuis l'Écosse. Merci pour votre point de vue, mais surtout pour ces pistes de solutions que vous évoquez dans votre intervention. Zerfel, vous êtes également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vos invités. Moi, je serai un peu dur avec l'Afrique centrale ce soir. Parce que voici comment dirais-je, des pays qui sont plus riches que même en Afrique de l'Ouest. Ces pays-là sont très, très, très riches par rapport à Afrique de l'Ouest. Mais les présidents, c'est comme si ce sont des gens qui ont scié des pattes avec le diable pour que les citoyens puissent souffrir. Hein? C'est très grave. Ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique centrale, c'est très grave. Parce que c'est-à-dire que ça vous manque de courage de critiquer ces gens-là. Trop. Ça manque trop de courage en Afrique centrale d'en parler de ce qui ne va pas dans ce carré-là. Parce que vous laissez trop. Parce que quand on parle de quelqu'un, c'est lui qui est le Dieu des dieux. Regardez, un pays comme le Congo, qu'est-ce qu'ils n'en ont pas aujourd'hui? Un pays comme ça, là, s'il est quelque part, en Europe, ici, il n'y a pas un homme qui va permettre, même pour rentrer dedans, ça sera difficile. Aujourd'hui, c'est devenu passoire. Un pays comme ça, toutes les richesses que les Occidentaux, les Européens cherchent là, ça va être dans ce pays-là. Et voici ces gars, ils ont mis un moribond là, excusez-moi du mot, qui ne fout rien, qui fait que se promener. Et les Congolais sont là, à l'aide de se dépimenter, de construire des milliers d'églises partout, à chaque carrefour, à chaque centimètre. Et Dieu va descendre pour faire leur combat. Et ce sont des gens qu'on ne se peut pas dire non, on est tous des Africains, et on a des problèmes. Non, soyons sérieux, les gars. Parce que c'est-à-dire que l'Afrique centrale, là, ce que vous aviez là,
si c'était en Afrique de l'Ouest, on aurait plus mieux que vous. Hein. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que chez le Centrafrique n'en a pas? Qu'est-ce que chez le Gabon n'a pas? Qu'est-ce que, comment dire, le Cameroun n'en a pas? Qu'est-ce que, comment dire, le Zaïre, le Congo, RDC n'a pas? Mais tout ça là, vous fermez les yeux là-dessus, vous faites la politique. Je ne sais pas si c'est de l'autruche, je ne comprends pas. Parlez directement pour que comment ces citoyens puissent s'en sortir au moins un jour. Regardez en Afrique de l'Ouest, là, des pays de Sahel, là. Regardez comment ils se débattent. Mais puisque vous qui avez des richesses du monde, là, vous dormez avec des oreillers et choses sous les yeux et des cotons dans les oreilles. Vous n'avez pas attendre ce qui se passe. Vous n'avez pas voir ce qui se passe. Vraiment, il faut que vous vous réveillez au moins. Parce que c'est que... Regardez, on parle depuis... Tout le monde est découragé même de parler de la même chose. Hein? On parle de ce pas depuis là. C'est comme si ce billet de banque, là, si on a été envoûté par ce billet-là, on peut même pas... Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui va parler plus, et il va changer, il va prendre une décision pour dire qu'aujourd'hui matin, là, moi je ne suis plus dans l'histoire de CFA. Il n'y en a pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on est collé depuis, on parle, même ceux de la AES là. Depuis là, on les attend pour qu'ils sortent la monnaie. Ils sont là, un pied dedans, un pied derrière. Tout ça là, ça veut dire quoi? Nous les Africains là, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a un monsieur qui a décidé pour nous aider. Mais il y a des présidents aujourd'hui qui ne regardent même pas le monsieur. Or, c'est lui qui ne se bat pour nous. Comment quelqu'un qui ne se bat pour quelqu'un, et puis vous ne le regardez même pas, vous ne l'encouragez même pas. Soyons quand même sérieux. Parce que moi, je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens des poils bêtement, quoi, ou les défendre à chaque jour. Non, nos présidents sortis, rentrés là. Mais c'est la médiocrité qu'on supporte. On défend tous les jours. Soyons sérieux. Parce qu'il faut que les choses... Pour sortir, Zerfel, pour sortir. Le monsieur, il est là. Non, je sors là parce que vraiment, c'est une merde qu'on parle de tous les jours sur les plateaux. On est fatigué de ces messieurs-là. De ces présidents, ces présidents, qui font que se promener et puis laisser les gens mourir dans les broussailles. Merci. Zerfel, depuis l'Allemagne. Ange, vous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers frères, bonsoir, chers panafricains. Je salue mon frère de l'Allemagne. Vraiment, il a tout dit. Il a tout dit et on va essayer de compléter un peu. Vous voyez ce qui se passe au Congo. Je pense que Félix Tshisekedi, il n'a qu'à nous dire les complices. Voilà, il n'a qu'à nous dire les complices. Là, au moins, on va se rassurer et puis on va chercher quelqu'un d'autre qui va gérer le pays. Mais toi, tu es dans ton pays et tu es un président. Tu as tout le droit. Tu as tout le droit de faire ce que tu veux à ton pays. Quelqu'un vient t'attaquer. Si tu vois qu'il y a une puissance derrière lui, toi, tu vas... On dit, comment on appelle ça? Pour mieux sauter, il faut reculer. Pour mieux sauter, il faut reculer. Là, tu pourras sauter. Mais si tu vois que la personne qui vient avec toi, qu'il a une puissance derrière lui, toi, il va chercher pour toi. C'est que mon frère de l'Allemagne vient de dire qu'on a quelqu'un qui souffre pour nous, qui est en train de nous aider et on le décourage. Tu vas à la Russie, il y a des gens qui me fatiguent dans mon pays. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Demain matin, là, vous allez avoir quelques jours. Tous ceux qui faisaient comme ça, qui faisaient le bruit au Congo, là, ils vont disparaître. Mais il est là, il tourne autour du pot, il va en France, il vient. Or, c'est les Français qui les attaquent. C'est les Français qui donnent les armes, comment on appelle ça, au Rwanda. C'est les Français. C'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, chez nous, l'Union africaine, nous sommes en Afrique, on a des présidents. Et entre nous, les Africains, on s'attaque. Et on ne peut même pas dire à Kagame, arrête. On ne peut même pas dire à Kagame, arrête. Et quand il y a une conférence de l'Union africaine, il s'en se met au milieu d'eux, il participe aux réunions, il fait tout. Or, il attaque un Africain. Nous, on est là.
quand il y a les élections, on va venir les voter. C'est tout, hein. C'est tout. Qu'il est dans le pays, il l'attaque. Et on le regarde. On le regarde. Parce que le français est fabriqué, comment on appelle ça, en France. Donc on fait beaucoup, on donne nos rebelles, venez attaquer l'Afrique. Nous-mêmes, nos dirigeants, ils ne savent même pas combien de sommes, combien de montants même les Français fabriquent. Seulement que l'argent n'a qu'à venir, ils vont distribuer, ils vont mettre dans les poches, tout c'est tout. Et donc, ce qui se passe, la décision vient à Félix Tshisekedi pour mettre fin à ça. Ce qui se passe au Rwanda, à ADC là, la décision vient au président de la République du pays. Nous, on n'a qu'à parler. On ne peut pas quitter ici, aller chasser les M23. On n'a qu'à parler sur le plateau. C'est Félix Tshisekedi qui doit prendre la décision pour libérer de ces trucs, comment on appelle ça, de ces rebelles-là. Mais il est là. Si un coup il va en France, il sort devant Macron pour faire des discours, c'est pas ce quel discours je vais chanter. Pour sortir en... Moi, je dis clairement que pour ce qui se passe au Congo, ça dépend du président de la République. C'est-à-dire que le chef d'État, chef du suprême, celui qui commande tout. S'il dit aujourd'hui la guerre est terminée, s'il est complice qu'il nous dit, non, dites la vérité. S'il est complice qu'il nous dit qu'il est complice, il est complice, là on sait que non, il est complice. Merci à vous, Ange. Merci. C'est pour parler de l'AS. On fait coup d'État, on fait coup d'État au Niger. Mais c'est ce qui s'est passé au Niger, Mali, Burkina, là, qu'on n'a pas pu accepter que les jeunes sont venus les dégager. Remarquez un peu ce qui s'est passé au Mali avant des années 2012. En 30 secondes, Ange, en 30 secondes, nous sortons de l'émission. Non. Est-ce qu'on attend ça maintenant? Est-ce que France... Voilà, merci à vous Ange. On va faire un... Je ne sais même pas si je devrais parler du dernier tour de table. Je pense qu'on va simplement remercier nos invités, André Kistelfanga. Je voulais juste dire une légère chose. Allez-y. L'État nigérien de transition découvre le communiqué, en fait, que l'aide publique, n'est-ce pas, de l'Union européenne sur les réseaux sociaux. Écoutez, une aberration de ce genre. Donc vous venez dans un État, c'est dans les réseaux sociaux, dans les groupes, sur Facebook que vous annoncez que non, vous avez apporté de l'aide au Niger pour les populations sinistrées. Et que ça a été distribué. Et que le Niger a donné l'ultimatum d'arrêter ça depuis 2 mois. Et a demandé à M. Fianka, je crois que c'est Fianka, l'ambassadeur de l'Union européenne au niveau du Niger, d'arrêter ça et de clarifier, n'est-ce pas, justement, la situation avant de voir plus clair comment redistribuer. Ce qui n'a pas obéi. Et c'est là où on le rappelle après, maintenant, l'Union européenne vient nous sortir un communiqué que c'est eux-mêmes qui ont rappelé l'ambassadeur, alors qu'on a demandé à l'ambassadeur de l'Union européenne de dégager du territoire le plus rapidement possible s'ils ne donnent pas le bilan de ce qu'ils ont fait. Henri, une minute, Henri Atangana. Je vous ai dit, mais enfin bref, M. Fanga vient de confirmer ce que je dis, c'est-à-dire que votre pays apprend dans les réseaux sociaux qu'il y aurait eu un don. Vous imaginez un peu le truc. D'autre part, dans les pays normaux, les particuliers n'ont pas accès à la banque centrale d'émission. Bon, maintenant, dans les pays néocoloniaux, tu peux te lever en particulier, tu vas à la BA. Mais ici, tu déposes ton argent sur ton compte, c'est ton compte seul qui a la possibilité de transacter avec une banque d'émission. Sauf dans des cas transitoires de changement de monnaie, on va ouvrir un compte spécial pour ça. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais je veux dire que ces aides-là ne servent à rien. Et d'ailleurs, M. Peter vient de le confirmer. Ces aides-là ne servent à rien. C'est du soft power. Maintenant, si vous estimez que je préfère qu'on me mette un petit pansement, que ma blessure reste ouverte, ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, je suis plutôt de ceux qui veulent l'autonomie. Quand on se bat pour être autonome, on assume son autonomie. On ne peut pas se battre pour être indépendant et continuer à mendier. Voilà. Ça, je sors par là. C'est dit. Merci à vous, Henri Atangana, patient parfum d'homme, André Kistelfanga. Merci également à nos nombreux invités, ou du moins à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci surtout à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.